Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous raconter le destin exceptionnel de Richard Norris Williams II. Ce jeune homme plein d'avenir va vivre la pire des tragédies de son époque, le naufrage du Titanic. Il y survivra avec un courage hors du commun et réalisera par la suite tous ses rêves. C'est parti. Richard Norris Williams II, plus connu sous le nom de Dick Williams, naît le 29 janvier 1891 à Genève. Il est le fils de Lydia Biddle White et de Charles Dwayne Williams, un passionné de tennis et fondateur de la Société internationale de tennis. C'est également un descendant direct de Benjamin Franklin, l'un des pères fondateurs des États-Unis. Le jeune Richard grandit en Suisse et montre lui aussi un don pour le tennis. Et grâce à son père qui devient son entraîneur, il décroche le titre de champion junior suisse à l'âge de 12 ans. Il suit des cours dans un pensionnat suisse réputé et parle couramment le français, l'allemand et l'anglais. Son père le pousse à étudier, souhaitant le meilleur avenir possible à son fils. À 21 ans, il est reçu à l'université d'Harvard et doit partir aux États-Unis. En parallèle des études, il veut se consacrer entièrement au tennis. Son père décide alors de l'accompagner. Pour l'époque, une seule solution s'offre à eux pour traverser l'Atlantique, les navires transatlantiques. Ils embarquent donc tous deux à bord du Titanic avec la promesse de vivre un voyage d'exception. Le destin est bien cynique, car à l'origine, le duo n'aurait jamais dû se trouver à bord du paquebot. Ils devaient rejoindre les États-Unis en février, mais Richard contracte la rougeole et ils doivent reporter leur voyage de plusieurs mois. Deuxième coup du sort, à Paris, il manque de peu leur train les amenant à Cherbourg. Le taxi les avait déposés à la mauvaise gare et c'est en catastrophe qu'ils arrivent à monter dans leur train en gare de Saint-Lazare. Et finalement, le 10 avril 1912, père et fils embarquent à bord du Titanic en première classe à Cherbourg. À bord du Titanic, c'est l'émerveillement. Entre cabines de haut standing et rencontres de prestige, ils profitent de chaque moment. Ils croisent le milliardaire John Jacob Astor, le magnat du cuivre Benjamin Guggenheim ou encore Isidore Strauss, le patron des magasins Macy's. Ils sont même invités à la table du capitaine Smith. Le jeune Richard profitera également des installations sportives dernier cri que possède le Titanic. Le soir du 14 avril, père et fils se sont couchés tôt. Ils sont réveillés par un énorme bruit à 23h45. Les moteurs sont coupés et ils décident de se rendre sur le pont principal. Sur leur route, ils entendent une femme crier derrière une porte bloquée. Richard défonce la porte d'un coup d'épaule, ce qui lui vaut une remontrance d'un employé de la White Star Line, qui lui assure qu'il devra rembourser les dégâts. Cette anecdote a inspiré une scène du film Titanic de James Cameron. C'est une fois sur le pont qu'ils apprennent que le Titanic a heurté un iceberg. Mais comme beaucoup d'autres passagers, ils ne mesurent pas la gravité de la situation. Le père de Richard se fait rassurant. En effet, 33 ans plus tôt, il se trouvait à bord du SS Arizona, qui lui aussi avait heurté un iceberg au large de Terre-Neuve. La proue largement accidentée, le navire était pourtant resté à flot. Il dit à son fils « Si l'Arizona n'a pas coulé, il n'y a aucune chance pour que le Titanic sombre. Dans le pire des cas, nous dériverons pendant plusieurs heures avant qu'un bateau ne nous récupère. » Les Williams assistent au remplissage des premiers canots réservés aux femmes et aux enfants. Ne sachant trop quoi faire, Richard s'occupe dans la salle de sport du paquebot pour se tenir au chaud, et son père se rend au bar, mais celui-ci est fermé. Il arrive quand même à se faire remplir une flasque d'alcool qui finira dans une des poches de Richard. Cette flasque est gardée telle une relique par la famille Williams. À environ 2h du matin, les Williams sont projetés par-dessus bord, à peine quelques minutes avant que le paquebot commence vraiment à couler. Il voit son père mourir écrasé par la chute d'une des cheminées du paquebot. Richard assiste impuissant au naufrage du navire qui emporte son père avec lui. Voilà ce qu'il en dira. Alors que la proue coulait, la poupe s'élevait de plus en plus haut dans les airs, puis pivotait et se balançait lentement au-dessus de ma tête. S'il était tombé, j'aurais été écrasé. En regardant droit vers le haut, j'ai vu les 3 hélices et les gouvernails se découper directement sur le ciel clair. Elle a glissé dans l'océan, pas d'aspiration, pas de bruit. La vague qu'entraîne la cheminée permet à Richard d'atteindre les débris d'un canot et d'ainsi survivre au naufrage. Une fois dans l'eau, il se débarrasse du manteau de fourrure qu'il portait, bien trop encombrant. Celui-ci sera renvoyé par la White Star Line quelques mois après le naufrage. Ils sont une trentaine autour de lui à s'accrocher aux débris de l'épave, espérant désespérant la venue des secours. 19 mourront de froid.
Accroché au canot, les jambes plongées dans une eau glaciale à moins 4 degrés, il s'accroche à la vie jusqu'à l'arrivée du RMS Carpathia, qui vient au secours des rescapés près de 2 heures après le naufrage complet du Titanic. Au total, il restera près de 4 heures dans l'eau glaciale. Richard lutte contre l'envie de s'endormir. La tentation est forte de se laisser aller pour échapper au froid et à la douleur. L'attente est infernale. Les minutes qui s'écoulent sont interminables. Il pense à son père qui n'a pas eu sa chance de survivre. Il doit lutter. Il pense également à sa mère, désormais veuve et qu'il doit soutenir désormais. Mais il pense aussi à lui. Il a 21 ans. Sa vie commence à peine. Il veut aller à Harvard, rejouer au tennis, rire, se faire des amis et peut-être même tomber amoureux. Alors à l'idée de ces belles promesses, il tient malgré la douleur et l'attente infernale. Sur les 2200 personnes présentes à bord du Titanic, seules 705 seront secourues par le Carpathia. Pour la plupart, c'est la fin du cauchemar, pas pour Richard. Lorsqu'un médecin vient l'examiner, ses jambes sont violacées. Il est atteint d'une sévère hypothermie. Le médecin craint une gangrène et lui offre une solution qui ressemble plus à une condamnation, l'amputation des jambes. Richard regarde le médecin et lui dit « Je vais avoir besoin de ces 2 jambes ». Devant la détermination du jeune homme, le médecin lui propose une alternative en forme de dernière chance, une rééducation. En gros, il s'agit de passer outre la douleur, de se lever et de marcher, marcher et encore marcher, pour tenter de relancer la circulation sanguine. Richard dira « Quand je me suis levé, c'est comme si des milliers d'aiguilles me transperçaient les jambes ». Il va faire la rencontre inespérée d'un homme qui va non seulement l'épauler dans sa rééducation, mais aussi devenir son ami le plus fidèle. Il s'agit de Carl Baer, joueur de tennis reconnu. Les 2 hommes ne se connaissent pas, mais Richard l'admire. Il est même venu le voir jouer en Coupe Davis en 1907. Durant le reste de la traversée du Carpathia jusqu'à New York, Carl va soutenir le jeune homme qui n'a pas eu la chance comme lui de monter sur un canot de sauvetage. C'est à l'invitation de Bruce Ismay, président de la White Star Line, que Carl monte sur un des premiers canots de sauvetage en compagnie de sa future femme et de ses futurs beaux-parents. Monsieur Ismay lui aurait dit « Vous serez très utile pour aider à ramer ». Suite au naufrage où tant d'hommes ont péri, il portera la culpabilité du survivant, ce qui explique peut-être son envie d'aider le jeune Richard. Richard se conforme au programme strict conseillé par les médecins tout le long de la traversée du Carpathia. Des séances de marche de 45 minutes tous les 2 heures et une succession de bains chauds. Miraculeusement, à son arrivée à New York le 18 avril, ses jambes sont sauvées et il peut se tenir debout. Il lui faudra encore quelques mois pour un rétablissement complet. Carl et Richard vont garder une complicité particulière, tous 2 doivent se reconstruire. Entre deuil, culpabilité et souffrance physique ou psychologique, le chemin est encore long. Lorsque les 2 joueurs se retrouvent au mois de juillet 1912 à Longwood, sur le court de tennis, ils n'évoqueront même pas la catastrophe du Titanic. Il leur faudra 2 ans de plus pour mettre des mots dessus. Richard veut respecter les derniers vœux faits à son père et se lance à corps perdu dans le tennis, tout en étudiant à Harvard, recueilli par son oncle. Il grimpe rapidement les échelons et intègre l'équipe de la Coupe Davis des États-Unis en 1913. Il obtient sa première finale de Grand Chelem à l'US Open, appelée à l'époque National Championships. Un an plus tard, il atteint le sommet de la gloire à l'US Open de 1914. Il retrouve Carl en quart de finale, mais le jeune homme a dépassé son idole et Richard s'impose en moins d'1 heure et demie. À la fin du match, lorsqu'il se serre la main, Carl murmure à Richard en guise de plaisanterie « J'aurais dû le laisser t'amputer ». Avant la finale contre le tenant du titre, Maurice McLoughlin, Carl vient voir Richard et lui propose d'être son sparring partner, son partenaire d'entraînement. Richard accepte avec plaisir et à la veille de son grand jour, les 2 hommes évoquent ensemble pour la première fois les souvenirs du Titanic plus de 2 ans et demi après la catastrophe. Telle une thérapie aussi bénéfique pour l'un que pour l'autre, ils se racontent leurs cauchemars, le souvenir des cris assourdissants dans l'Atlantique suivi du silence funeste de la mort. Le lendemain, Richard s'impose en maître en 3-7 contre Maurice McLoughlin, référence du tennis américain. Richard intègre à 23 ans le cercle très fermé des vainqueurs de Grand Chelem. Richard aura par la suite une formidable carrière, bien qu'il ne soit pas toujours régulier dans ses performances. Il est à la fois capable de performances spectaculaires dans ses bons jours et de prendre des risques insensés lui valant des échecs cuisants contre des joueurs moins bons que lui dans ses mauvais jours. Richard remporte un 2e US Open en 1916, 3 titres majeurs en double dont un Wimbledon et 5 Coupes Davis dont 2 aux côtés de Carl Baer.
Aux Jeux olympiques de Paris en 1924, à 33 ans, il remporte une médaille d'or en double mixte aux côtés d'Azel Hotchkiss. Malgré une entorse de la cheville, il a continué le match. Après toutes ces péripéties et avoir réalisé ses rêves tout en ayant tenu les promesses faites à son défunt père, Richard met fin à sa carrière de tennisman à l'âge de 44 ans. Pendant la Première Guerre mondiale, il s'engage dans l'armée américaine où il évolue rapidement dans une unité qui combat aux côtés des forces alliées, grâce à sa maîtrise des langues. Il sera récompensé de son courage par une croix de guerre et la Légion d'honneur à Paris. En 1919, toujours à Paris, il épouse Jean Haddock, avec qui il aura 4 enfants. Devenu veuf 10 ans plus tard, il épouse en secondes noces Frances West Gilmore, qui l'accompagnera pour le reste de sa vie. Il exerce alors le métier de banquier d'investissement et devient un philanthrope apprécié et respecté de Philadelphie. Il est intronisé au Hall of Fame du tennis en 1957 et il est également le président de la Société historique de Pennsylvanie. Richard n'a jamais aimé parler de la catastrophe, il s'est exprimé qu'à de rares occasions sur le sujet. Il a écrit un récit de 35 pages sur ce qu'il a vécu le soir du naufrage du Titanic vers la fin de sa vie. Mais il n'a jamais été destiné à être publié, il était fait pour lui et pour sa famille. Le 2 juin 1968, il s'éteint d'emphysème à l'âge de 77 ans à Philadelphie, la ville natale de son père. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo en ma compagnie et d'avoir suivi le parcours de cet homme courageux qui a su reprendre sa revanche sur les tragédies. Pour ma part, je vous souhaite un bon week-end, une bonne semaine et je vous retrouve très bientôt pour un autre personnage oublié.